Donc, on va parler dans ce chapitre de la détermination de la classe de trafic N, N équivalent. On va commencer par les actions du trafic sur la chaussée. Vous savez que la chaussée est sollicitée par les charges du trafic. Alors, parmi ces charges, il y a ce qu'on appellera les actions verticales et les actions tangentielles. Les actions verticales sont transmises à la chaussée par l'intermédiaire des pneumatiques. Alors, la pression Q0 qui est exercée sur la chaussée est approximativement égale à la pression de gonflage du pneumatique. Alors, en ce moment, l'empreinte de la roue sur la chaussée, on va supposer que c'est une empreinte circulaire, c'est-à-dire que la surface de contact entre la chaussée et donc le pneumatique est une surface de contact circulaire, des rayons petit a. Alors, en ce moment, on peut déterminer tout simplement petit a, puisque la contrainte qui s'exerce Q0, c'est la charge Q divisée par la surface, hein, avec la surface pi r carré, donc, ou bien pi a au carré. En ce moment, je peux sortir A étant la surface de contact, Q étant la charge par roue. A devient racine carrée de Q sur pi fois Q0. Q0, c'est la contrainte de contact à la surface qui s'exerce à la surface. Grand Q, c'est la charge de la roue. Alors, pour illustrer les actions verticales, nous allons prendre l'exemple d'un véhicule de tourisme. Si je prends par exemple un véhicule de tourisme de poids total, par exemple 2000 kg, un véhicule de tourisme comporte deux essieux, un essieu avant et un essieu arrière. Donc, l'essieu avant avec les deux roues avant, l'essieu arrière avec les deux roues arrière. Cela veut dire que si le poids total c'est 2000 kg, cela veut dire tout simplement que voilà, cela veut dire tout simplement que chaque roue, chaque pneu supporte 500 kg. Alors, si je calcule en ce moment pour un rayon de 10 cm, je trouve une contrainte de contact Q0 qui est égale à 1,6 kg par centimètre. Maintenant, je vais prendre un poids lourd, un véhicule lourd à essieu de 13 tonnes jumelé. Alors, un essieu, je ne prends même pas de tout le véhicule, je prends juste l'essieu. Hein, si l'essieu avant est de 13 tonnes, hein, l'essieu 13 tonnes, c'est un essieu simple. Alors, jumelé, cela veut dire qu'il y a deux roues, hein, de chaque côté. Donc, l'essieu avant a 4 roues. 2 roues à gauche, 2 roues à droite. Donc, cela veut dire que si je prends l'essieu de 13 tonnes, ça veut dire que chaque demi-essieu pèse 13 divisé par 2, c'est-à-dire 6,5. Et puisque chaque demi-essieu a 2 roues, voilà le demi-essieu, hein, vous voyez ici le demi-essieu qui a 2 roues. Donc, cela veut dire que chaque roue va supporter 6,5 divisé par 2. Ça me fait 3,25. Vous voyez qu'ici, hein, la charge ici, c'est 3,25 tonnes par pneu. Donc, les deux roues vont laisser deux empreintes de rayon A égale 2,5 cm et d'entre-axe, hein, la distance entre les deux centres des surfaces que l'on suppose circulaires, l'entre-axe c'est 37,5 cm. En ce moment, ils vont laisser une contrainte Q0 qui est égale à 6,62 kg par centimètre carré. Donc, vous voyez tout de suite que la contrainte appliquée par ce demi-essieu-là, hein, ce demi-essieu, vous voyez que cette contrainte est supérieure, hein, à 6 fois, est égale à 6 fois la contrainte ici appliquée par un pneu, bien une roue, donc d'un véhicule de tourisme. Vous voyez que donc, à travers cet exemple, on peut voir l'impact du poids. Donc, plus le poids de l'essieu est élevé, plus le poids du véhicule est élevé, plus la contrainte qu'elle va s'appliquer sur la chaussée sera beaucoup plus élevée. Donc, plus la charge est élevée, donc plus la contrainte qui s'applique sur la surface de la chaussée est élevée. C'est important de le comprendre comme ça. Maintenant, on va voir les actions tangentielles.
Vous savez, en phase d'accélération, les véhicules qui accélèrent, bien qui freinent, bien qui roulent à une vitesse donnée, alors, vont exercer des actions tangentielles. Hein? Les actions tangentielles, ce sont les actions qui appartiennent au plan de la chaussée. C'est-à-dire, c'est des actions, ici, on peut les appeler des actions horizontales, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui appartiennent au plan de la chaussée. Hein? Parce que les roues motrices vont tendre à arracher les matériaux et risquent parfois de patiner ou de glisser. Hein? En ce moment, tout dépend ici de quoi? Du coefficient de frottement, hein, de l'état de surface, hein, de la chaussée. Parce que cet état de surface peut être lisse, souvent ça va entraîner donc, des glissements, hein, n'est-ce pas? Ça peut être rugueux ou il y aura donc une bonne... Donc, les coefficients de frottement des surfaces de chaussée qui conditionnent les risques de glissage et les possibilités d'arrêt des véhicules, varient entre 1 et 0,1. Tout dépend de l'état, hein, de la chaussée. Par exemple, une chaussée sèche avec des pneus en bon état aura un coefficient de frottement très, très élevé. Par contre, plus la chaussée devient mouillée, plus les pneus sont usés, hein, en ce moment, plus il y aura donc des possibilités de verglas. Par exemple, les verglas, bon, on ne les voit pas ici, mais les verglas, c'est dans les pays du Nord où quand l'eau tombe sur la surface de la chaussée, cette eau est gelée, ce qui fait que la surface devient très lisse. Donc, plus on tend vers ça, plus on aura des coefficients de frottement qui seront très, très faibles et donc plus c'est dangereux de circuler sur ces routes-là. Alors, le trafic va être évalué d'abord en termes de volume du trafic. C'est important de connaître les poids, mais c'est important aussi de connaître le volume du trafic. Le volume du trafic, c'est quoi? C'est le nombre de véhicules. Hein? C'est une estimation du nombre de véhicules qui circuleront donc sur la chaussée. Alors, pour évaluer le volume du trafic, il faut faire des comptages. Donc, il faut compter, tout simplement. Alors, le comptage peut être fait de façon manuelle, hein, où on va poster quelqu'un devant la chaussée, hein, devant la route, pour qu'il fasse le comptage. Ce comptage qui se fait manuellement, donc, permet de relever aussi bien le nombre de véhicules que les caractéristiques des véhicules, c'est-à-dire les silhouettes des véhicules, c'est-à-dire les types de véhicules. Alors, il permet aussi de donner directement l'information concernant la répartition du trafic par sens. Parce que si on compte dans les deux sens, on connaît maintenant comment est réparti le trafic dans chaque sens. Hein? Quel est le sens le plus chargé? On verra tout de suite quel est le sens le plus chargé. Et après, évidemment, on utilise des méthodes statistiques pour traiter les données. Alors, ce comptage peut être fait aussi de façon pneumatique, de façon automatique. Alors, de façon automatique, cela veut dire qu'il y a un dispositif qui est installé sur la chaussée ou bien à côté de la chaussée qui permet de faire le comptage. Alors, parmi cela, il y a ce qu'on appelle des dispositifs pneumatiques où on va placer sur la route un tuyau en caoutchouc qui est relié à un système de comptage. Et chaque passage de tuyau va créer une pression qui inscrit une impulsion. En ce moment, ça permet de comptabiliser même les essieux, parce qu'un véhicule, c'est plusieurs essieux. Ça permet de comptabiliser même les essieux. Alors, il y a des inconvénients, c'est bruyant, ça fait trop de bruit. Quand tu passes dessus, tu sens que tu es passé au-dessus de quelque chose. La durée de vie est aléatoire. Alors, on va intervenir directement sur la chaussée, mais il a des avantages, c'est-à-dire que c'est très simple, le coût est très faible et ça permet de faire des mesures ponctuelles pendant quelques semaines. Il y a aussi ce qu'on appelle des boucles électromagnétiques. Alors ça, c'est des dispositifs avec une boucle magnétique inductive, constituée donc de spiles de fils de cuivre. Hein, il y a des spiles de fils de cuivre qui sont noyés dans le revêtement de la chaussée. Alors lorsqu'un poids lourd passe, lorsqu'un véhicule passe, c'est quoi? C'est une masse métallique qui passe. Et ça modifie le champ électromagnétique produit par la boucle. Parce qu'à l'intérieur de cette boucle-là, vous générez un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique va être modifié par le passage tout simplement d'un poids lourd
qui représente ici une masse métallique. Évidemment, ça modifie le champ. Alors, ces modifications du champ seront transformées par un détecteur en un signal électrique, parce que c'est le champ magnétique en réalité qui est transformé en un signal électrique, tout ou rien, qui représente la présence du véhicule. Avec une seule boucle, parfois, on mesure le débit et le taux d'occupation, mais avec deux boucles séparées, tu peux mesurer quand même les vitesses instantanées, les vitesses pratiquées par les véhicules. Il y a aussi ce qu'on appelle les dispositifs à câble piézoélectrique. Alors ça, c'est un dispositif qui utilise un capteur. Un capteur, le capteur, c'est un câble piézoélectrique. Alors, qui a la possibilité de générer une différence de potentiel proportionnelle à la pression qui lui est appliquée. Donc, ce dispositif est vraiment important parce qu'en plus du comptage des essieux, ça permet le pesage des véhicules. Ça permet de peser, de connaître même le poids du véhicule. Donc, ce qu'on appelle les dispositifs à câble piézoélectrique. C'est des dispositifs de pesage à marche. C'est des dispositifs de pesage à marche. C'est des dispositifs qui permettent non seulement de compter, mais également de peser les véhicules sans pour autant les arrêter, n'est-ce pas? Sinon, dans les postes de péage, dans les postes de pesage, vous voyez qu'on arrête le véhicule, le poids lourd, qui passe sur une bascule. Par exemple, il y a des dispositifs de bascule de pesage dynamique. En ce moment, donc, ils passent sur les bascules et donc, ils sont pesés en les arrêtant. Par contre, les dispositifs de pesage à marche, tels que les câbles piézoélectriques, ou bien même certains bascules de pesage dynamique, alors là, ils permettent donc de peser les véhicules, les poids lourds, sans pour autant les arrêter. Ça les compte, mais aussi ça les pèse sans pour autant les arrêter. Alors, on va apprendre un certain nombre de paramètres qui sont extrêmement importants parce que là, ce que nous voulons actuellement, c'est connaître le nombre de poids lourds cumulés. On ne peut pas dimensionner une route si on ne connaît pas les charges qui seront exercées sur la route. On ne peut pas dimensionner un poteau ou bien une poutre si on ne connaît pas la charge. La structure de chaussée également, on ne peut pas la dimensionner si on ne connaît pas les charges qui s'exerceront sur la structure. Alors, le premier élément que nous allons voir là, c'est le nombre de poids cumulés. Le nombre de poids cumulés. On a besoin de connaître le nombre de poids lourds cumulés sur la durée de vie de la chaussée. Alors, mais avant d'arriver sur le nombre de poids lourds cumulés, on va définir d'abord ce que c'est qu'un poids lourd. C'est important de savoir ce que c'est qu'un poids lourd parce que l'impact des véhicules légers, les poids légers, l'impact sur les dégradations structurelles, sur les dégradations des chaussées sont négligeables. Ce qui fait que pour le dimensionnement, seul le trafic des poids lourds est pris en compte si on a la possibilité d'avoir les poids lourds. Parce que ce n'est pas les véhicules légers, ce n'est pas les deux roues qui dégradent les chaussées. Ce qui dégrade les chaussées, ce sont les poids lourds. Par contre, c'est quoi un poids lourd? Un poids lourd défini par la norme NFP 98-082, c'est quoi? C'est tout véhicule dont le poids total autorisé, il faut que le poids total soit autorisé. Je ne parle pas du poids total en surcharge, parce que pour chaque véhicule, vous savez qu'il y a un poids total qui est autorisé. Pour chaque essieu même, il y a un poids total qui est autorisé par la réglementation, n'est-ce pas? Donc, pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge, parce que quand c'est vide, c'est léger, est au moins égal à 35 kN. Et au moins égal à 35 kN. C'est ça qu'on appelle un poids lourd. Ce qui fait que les bus, les cars, ne sont pas comptabilisés dans le trafic poids lourd. On les utilise, on les compte s'il s'agit de calcul de trafic d'une voie réservée au transport. Voilà ce qu'on appelle un poids lourd. Deuxième élément à connaître, ce qu'on appelle le trafic journalier à la mise en service. Le trafic journalier à la mise en service, à l'année de mise en service. Parce que quand vous faites une route, vous prévoyez de la mettre en service en une année bien précise. Par exemple, vous prévoyez de mettre la route en service l'année prochaine. Vous êtes en train donc de faire les travaux pour pouvoir
la mettre en service l'année prochaine. En ce moment, vous avez besoin du trafic journalier à l'année de mise en service. C'est le point de départ. Alors, le trafic journalier à la mise en service, ici, il s'agit d'un trafic poids lourd. C'est en ce moment que le trafic poids lourd est exprimé en nombre de poids lourds par sens. Hein, quand vous avez 2 sens de circulation, ça, c'est par sens. C'est le nombre de poids lourds par sens compté en trafic moyen journalier annuel. Trafic moyen journalier annuel. Cela veut dire qu'il faut compter pendant 365 jours et après diviser ça par quoi? Par 365. Ça vous donne le nombre, moyen de poids lourds, mais ici, il s'agit d'une moyenne annuelle à la date de mise en service. Mais pour la voie de circulation la plus chargée, quand vous avez une chaussée, par exemple, à 2 voies, ou bien à 3 voies, vous avez donc plusieurs voies. Mais on a besoin de connaître ça sur la voie la plus chargée. Parce que vous aurez forcément une voie plus chargée, une voie moins chargée. Donc, le TMJA, c'est le trafic moyen journalier annuel. C'est quoi? C'est le nombre de poids lourds par sens compté en moyenne journalière annuelle à la date de mise en service pour la voie de circulation la plus chargée. Alors, comment avoir ce TMJA? Mais évidemment, il faut une étude de trafic. Il faut une étude de trafic. Il faut faire une étude sérieuse sur le trafic, n'est-ce pas? Parce que pour connaître le nombre, il faut compter. Mais pour connaître le poids, il faut peser. C'est-à-dire qu'il faut compter tous les véhicules, il faut peser tous les véhicules. Vous voyez que ça fait l'objet d'une étude de trafic assez sérieuse pour avoir ces informations. Et en ce moment, il faut tenir compte de 2 paramètres, ce qu'on appelle le trafic induit et le trafic dérivé. Le trafic induit, il est induit par le développement économique de la région. Parce que quand vous construisez une route, c'est parce que vous l'avez justifié sur le plan économique. Parce que la route, elle coûte excessivement cher. Quand on décide de mettre donc, tout un investissement derrière, ou bien quand les bailleurs de fonds décident de financer donc, une route, c'est parce que derrière, il y a une rentabilité sur le plan économique. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fini de faire la route, évidemment, ça va connecter des marchés. Ce qui fait que l'activité économique va être boostée. Les entreprises vont venir s'installer. Le commerce va se développer. Cela veut dire que le trafic va augmenter. C'est ça qu'on appelle le trafic induit. Ce trafic, il est induit par quoi? Par le développement économique de la région dû tout simplement à la construction de l'eau. Et ça, il faut le prévoir dès le début. Sinon, vous risquez de passer à côté du trafic. Alors, il y a aussi le trafic dérivé. Alors, le trafic dérivé, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez terminé de faire la route, il y a beaucoup d'autres usagers, beaucoup d'autres conducteurs qui avaient l'habitude d'emprunter d'autres itinéraires, mais avec les nouvelles conditions de la route, vont venir maintenant profiter des nouvelles conditions de confort, de rapidité, vraiment pour emprunter cette route. Donc, il y a un trafic qui est emprunté ailleurs, qui empruntait d'autres tronçons. Ce trafic va être dévié, ce trafic va être dérivé vers la nouvelle route que vous venez de construire. Donc, ce trafic également, il faut le considérer. Donc, cette valeur-là utilisée, cette valeur qu'on appelle le TMJA, sera utilisée, c'est le paramètre de base pour le calcul du nombre du NPL, c'est-à-dire du nombre de poids lourds, du nombre de poids lourds qui circuleront sur la chaussée pendant sa durée de vie et donc du nombre d'essieux équivalents. Alors, il se peut que le trafic moyen journalier n'est pas connu sous forme de classe de trafic journalier, mais sous forme uniquement de classe de trafic. Pourquoi? Parce que le TMJA sera la base de la classification du trafic du CETRA-LCPC. Sur la base du TMJA, il y aura la classification du trafic du CETRA-LCPC. Alors, cette classification du trafic est là. On distingue quoi?
le trafic de T5 à T exceptionnel. T5, T4, T3, T2, T1, T0, TS et T exceptionnel. Voilà la classification du trafic, n'est-ce pas? Mais ça, il faut donner la référence. La référence, c'est quoi? C'est la classification du trafic selon le CETRA et le CPC. Donc, le TMJA sert de base à la classification du trafic selon le CETRA et le CPC. Vous voyez, hein? T5, c'est tout ce qui est inférieur à 25 poids lourds par jour et par sens. T4, c'est entre 25 et 50. T3, c'est entre 50 et 150. Ainsi de suite. Donc, c'est ça les classes de trafic. Donc, voilà. Hein? Donc, T5 est la classe de trafic la plus faible selon le CETRA et le CPC. T5, ne voyez pas le 5, pensez que selon le CETRA et le CPC, T5 est plus faible. T4 est plus fort même que T5. Et ça va jusqu'à T0, jusqu'à TS, jusqu'à T exceptionnel. Alors, donc, voilà la base. Parfois, je dis ce que je dis tout à l'heure maintenant, parfois, le TMJA n'est pas connu sous forme de valeur, hein, de TMJA, valeur finie, issue donc d'une étude, mais connu seulement sous forme de classe de trafic. Par exemple, dans certaines études, on dit que la classe de trafic est T4. Mais T4, c'est entre 25 et 50 poids lourds. Et en ce moment, on a besoin de la valeur du TMJA pour faire le calcul. Et en ce moment, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle la moyenne géométrique de la classe. La moyenne géométrique, hein, c'est ce qui est calculé ici. Par exemple, entre 25 et 50 poids lourds par jour et par sens. La moyenne géométrique, c'est la racine carrée de 25 fois 50 égale à 35. Et voilà le centre de la classe. Et vous allez utiliser ce centre de la classe-là pour le calcul du N, du nombre de poids lourds. Alors, il faut savoir que aussi, parfois, le trafic n'est pas connu en termes de nombre de poids lourds, hein, en termes de TMJA, mais connu seulement en termes de nombre de véhicules par jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas les possibilités d'avoir, hein, de peser, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour avoir le TMJA, il faut faire une vraie étude de trafic, une étude sérieuse de trafic. Et pour ce faire, il faut déployer les gros moyens. Parfois, ces moyens n'existent pas, ces données n'existent pas. On connaît le trafic seulement en termes de nombre de véhicules par jour. Seulement en termes de nombre de véhicules par jour. Je sais qu'ici, il y a 3000 véhicules par jour. Véhicules par jour, c'est tout. Poids lourd, poids léger, il y a tout. Alors, si c'est seulement ça, en ce moment, on a besoin de connaître le taux de poids lourd. C'est-à-dire de connaître le taux de poids lourd dans ce trafic en nombre de véhicules total par jour. Alors, on a aussi besoin de coefficients de répartition directionnelle. Pourquoi? Parce que si je ne dispose pas des comptages dans les deux sens de circulation, n'est-ce pas? Surtout pour une chaussée à 2 fois 2 voies, n'est-ce pas? Pour connaître le sens le plus chargé, parce que TMJA est calculé pour le sens le plus chargé. Donc, si je n'ai pas les informations dans les deux sens, donc je ne peux pas connaître le sens le plus chargé. En ce moment, j'ai besoin d'un coefficient de répartition directionnelle. Hein? Le coefficient de répartition directionnelle. Hein? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le trafic dans les deux sens. Hein? Parce que si j'avais le trafic dans chaque sens, j'allais prendre directement le sens le plus chargé, le sens le plus sollicité. Mais malheureusement, je n'ai que le volume total, je n'ai pas les détails dans chaque sens. En ce moment, j'ai besoin d'un coefficient de répartition directionnelle, qui est la moyenne arithmétique du trafic total dans les deux sens. Hein? Hein? Mais ici, n'est-ce pas, s'il s'agit, si j'ai les, voilà. Donc, qui sera fonction ici du nombre de la moyenne arithmétique du trafic total obtenu donc dans les deux sens. Alors, parfois j'ai besoin aussi de ce qu'on appelle le coefficient de répartition transversale. Alors, si j'ai plusieurs voies, hein, si par exemple j'ai le sens le plus chargé, mais s'il s'agit de chaussée à 2 fois voie, 2 fois 2 voies ou 2 fois 3 voies, s'il s'agit de chaussée à plusieurs voies, j'ai dit tout à l'heure que le TMJA, c'est sur la voie la plus chargée. Mais j'ai besoin ici de savoir, de connaître quelle est la voie la plus
chargé. En ce moment, j'ai besoin de connaître un coefficient de répartition transversale pour savoir quelle est la voie la plus chargée, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que tout ça nécessite quand même des études assez sérieuses, hein, des études assez sérieuses pour avoir ces informations. Mais à défaut de les avoir, il y a toujours des valeurs par défaut. Par exemple, voilà, ça c'est les coefficients de répartition transversale, hein, des valeurs par défaut, hein, des coefficients de répartition transversale. Alors, si vous avez une chaussée à 2 fois une voie avec une largeur inférieure à 7 mètres, hein, ici, c'est voilà, c'est des chaussées à 2 fois une voie, c'est-à-dire des chaussées bidirectionnelles. En ce moment, si la largeur est inférieure à 7 mètres, je prends 100% du trafic dans les deux sens. Par contre, si la largeur est supérieure ou égale à 7 mètres, je prends 50% du trafic dans les deux sens. Alors, si je suis en rase campagne, ou bien en zone périurbaine, hein, alors en 2 fois 2 voies, il y a toujours une voie lente et une voie rapide. Alors, si j'ai 2 fois 3 voies, il y a une voie lente, voie rapide et une voie médiane. Donc, vous voyez ici, hein, en 2 fois 2 voies en zone périurbaine, la voie lente. La voie lente, c'est quelle voie? C'est la voie de, hein, c'est la voie de droite toujours, puisque les véhicules circulent à droite, les poids lourds circulent à droite et on dépasse à gauche, ce qui fait que la voie lente, c'est la voie de droite, la voie rapide, c'est la voie de gauche. Ici, je prends 75% là, 80%, là, 100%. Voilà les voies les plus chargées. La voie lente est toujours la voie la plus chargée. Donc, voilà, à défaut, ça, c'est des paramètres par défaut. Hein, des paramètres. Alors, il y a aussi donc, la classification, comme je l'ai dit tout à l'heure, du CETRA LCPC, hein, qui augmente de T5 à T exceptionnel, mais ce n'est pas la seule classification qu'on utilise dans nos pays. Il y a la classification du CEBTP. Le CEBTP classifie donc le trafic. Hein, voyez ici les classes de trafic donc, du CEBTP de T1 à T5. Donc, vous voyez que, donc, par opposition tout de suite par rapport à CETRA LCP, vous voyez que ici le trafic augmente de T1 jusqu'à T5. Ici, T1 est plus faible et T5 est plus élevé, selon le CEBTP. Par contre, regardez pour CETRA LCPC, attention, T5 est plus faible, hein, et T1, T0, c'est les trafics qui sont très élevés. Attention, quand vous me dites trafic T5, si vous ne donnez pas la référence, on ne sait plus de quel trafic vous parlez. Par exemple, T5, c'est la classe de trafic la plus faible selon le CETRA LCPC. Par contre, c'est la classe de trafic la plus élevée selon le CEBTP. Ici, c'est en termes de nombre de véhicules par jour. Ici, c'est en termes du nombre de passages de l'essieu équivalent. Quel que soit alpha, donc le trafic augmente de T1 jusqu'à T. Il y a aussi d'autres classes de trafic, hein, comme dans le catalogue de dimensionnement du Sénégal. Ici, on parle de C1 jusqu'à C8. Hein, C1 jusqu'à C8, c'est ici en fonction du nombre d'essieux hein, c'est en fonction du nombre d'essieux équivalents. Hein, essieux équivalent à l'essieu de référence. Donc voilà, vous savez qu'il y a plusieurs donc, systèmes de classification. À chaque fois que vous donnez un système de classification, évidemment, il faut donner la référence, sinon on ne sait plus de quoi il s'agit. Alors, autre élément à comprendre, c'est ce qu'on appelle la période de calcul. Parce qu'un ouvrage sera dimensionné pour une durée, pour une période de calcul. N'est-ce pas? Un bâtiment est calculé pour une durée de vie, une période de calcul. Un pont est calculé, hein, par exemple, pour 50 ans ou bien pour 100 ans. Hein, ça dépend de la nature de l'ouvrage. Les ouvrages d'art peuvent être dimensionnés pour 100 ans. Les bâtiments peuvent être dimensionnés pour 50 ans. Évidemment, la route sera dimensionnée pour une période de calcul. Alors, cette période de calcul, forcément, c'est le choix du maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui choisit la durée, hein, la période de calcul. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle dépend certainement de l'intensité du trafic, hein, de la localisation et de la vocation de la route, du niveau de service souhaité, mais aussi du budget disponible. Pourquoi? Parce que plus la période de calcul est longue, plus l'investissement, plus le coût initial est élevé. Le coût de l'investissement est élevé. C'est pourquoi
puisque l'ouvrage appartient au maître d'ouvrage qui finance, hein, en ce moment. La durée, quand même, dépendra donc du maître d'ouvrage. Évidemment, ça varie entre 20, pour les autoroutes, entre 20 et 30 ans, pour les routes nationales, entre 20 et 25 ans, pour les routes régionales, entre 15 et 20 ans, pour les routes départementales, 10 et 15 ans, pour les voies urbaines de grande circulation, 10 à 20 ans, pour les pistes rurales, hein, les pistes, 10 ans, ou même 8 ans parfois. Donc, vous voyez, plus, voilà, ça dépend aussi de l'importance de la route. Hein. C'est pourquoi donc, les autoroutes coûtent beaucoup plus cher, plus la durée initiale, la période de calcul est élevée, plus certainement le coût sera beaucoup plus élevé. L'autoroute coûte beaucoup plus cher qu'une piste. Donc, ça qu'on appelle la durée de dimension. On note, de dimensionnement, on note ici N. Alors, autre élément à connaître, c'est le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement. Il faut savoir que quand vous dimensionnez la route, par exemple, pour 20 ans, c'est sûr que le trafic, hein, à l'année de mise en service ne sera pas le même trafic 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Évidemment, c'est logique. Le trafic qu'il y a aujourd'hui à Ouagadougou, ou bien à Dakar, ou bien ici à Thiès, n'est pas le même trafic d'il y a 10 ans, n'est pas le même trafic d'il y a 15 ans, n'est pas le même trafic d'il y a 20 ans. Donc, il faut tenir en compte ce qu'on appelle le taux de croissance. Il faut prendre en compte l'évolution du trafic poids lourd sur la durée de la période de calcul. Alors, pour le dimensionnement, hein, ici, c'est pris en compte par l'intermédiaire d'un paramètre qu'on appelle le facteur de cumul C. Le facteur de cumul C, hein, c'est le paramètre qui permet, hein, dans la méthode CETRA-LCPC, hein, de prendre en compte le taux de croissance. Alors, C, c'est quoi? C'est N. Ouais, N. On avait dit tout à l'heure que c'était la période de calcul, la période de dimensionnement. Facteur de 1 plus N moins 1 fois T sur 2. Si vous avez un taux de croissance T, et c'est le taux de croissance, qui suit une progression arithmétique. Par contre, C devient égal à 1 plus T à la puissance N moins 1 sur T, si le taux de croissance suit une progression géométrique. Vous vous souvenez des suites arithmétiques et géométriques. Donc, ça, tout dépend de l'évolution du taux de croissance. Évidemment, pour savoir ça, il me faut connaître le trafic, des 20 ou 30 dernières années. Pour savoir, pour faire une étude statistique, pour connaître les taux de croissance. Vous voyez que la gestion du trafic d'un pays, d'une région donnée, doit être une gestion assez sérieuse, doit être le fruit d'un suivi annuel sur plusieurs années de l'évolution du trafic. Il y a ce qu'on appelle des banques de trafic, hein, des banques de données sur le trafic qui permettent quand même d'avoir des données fiables pour le dimensionnement. Parce que si vous n'avez pas des données fiables, évidemment, vous pouvez passer à côté, vous passerez certainement à côté du dimensionnement. Pourquoi? Parce que le trafic est l'un des paramètres les plus importants pour le dimensionnement. Donc, voilà, tout dépend de la progression arithmétique ou géométrique. Bon, arithmétique, géométrique, ça dépend, hein, des suites. Hein? Une progression arithmétique, on l'appelle aussi une progression linéaire. C'est-à-dire que vous avez chaque doublement, par exemple, du trafic, demande un temps double du précédent. Ça signifie une progression arithmétique ou linéaire, c'est-à-dire que le trafic double à chaque fois que le temps double. Une fois que vous doublez le temps, donc, évidemment, le trafic va doubler. Par contre, une progression géométrique, on l'appelle une progression aussi exponentielle, il faut un temps constant pour que le trafic double. Vous voyez qu'ici, c'est plus élevé. Hein? La progression, le rythme de progression, le taux de croissance est beaucoup plus fort. C'est une croissance géométrique, bien une croissance exponentielle. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que sur la période de P-année, c'est-à-dire la période de calcul, alors le taux de croissance peut être arithmétique sur une partie et être géométrique sur une autre partie. En ce moment, le facteur C doit être affiné en modulant
se trouve à l'intérieur. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le facteur de cumul qui permet donc de pouvoir prendre. Voilà. Une fois qu'on a tous ces éléments maintenant, les gars, on peut calculer quoi? On peut calculer le nombre de poids lourds. Le nombre de poids lourds, c'est quoi? C'est TMJA, la moyenne journalière annuelle, le nombre de poids lourds moyens par jour, par an, par sens, voilà, à l'année de mise en service, n'est-ce pas? Si je le multiplie par 365, le nombre de jours dans l'année, ça me donne le nombre de poids lourds dans l'année. Si je le multiplie par C, le facteur de cumul maintenant, n'est-ce pas? Ça me donne le nombre de poids lourds qui circuleront sur la chaussée pendant la période de calcul, pendant la période de calcul. C'est ça, pendant la durée de dimensionnement N. Donc, c'est ça qui me donne le nombre total de poids lourds. Si la route est dimensionnée pour 20 ans, c'est le nombre total de poids lourds qui circuleront sur la chaussée pendant 20 ans. Ça, c'est extrêmement important, ce qu'on appelle NPL. Parfois, je le note N tout court, grand N, bien N indice PL, NPL. Ici, c'est en termes de nombre de poids lourds qui circuleront sur la chaussée pendant toute la durée de calcul, pendant toute la période de dimensionnement. Et ce NPL tient compte du taux de croissance, tient compte de la croissance, tient compte du trafic dérivé, tient compte du trafic induit. Voilà le nombre de poids lourds qui est le premier élément qu'on est en train donc de mesurer. On est en train de mesurer. Alors, deuxième élément qu'on va voir. Deuxième élément qu'on va voir, c'est la notion de charge de référence ou bien d'essieu de référence. Alors, il faut savoir que quand je calcule le NPL, par exemple, je peux trouver, par exemple, 20 millions de NPL, mais je ne peux pas faire 20 millions de calculs. Évidemment, aujourd'hui, on peut faire 20 millions de calculs avec la puissance des ordinateurs. Mais puisqu'il y a 20 millions de calculs, alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas faire 20 millions de dimensionnement. Je vais définir ce qu'on appelle un essieu de référence. Alors, il ne faut pas confondre essieu et véhicule aussi. Un véhicule, c'est un ensemble d'essieux. C'est les essieux qui supportent. Voilà, ça, c'est un exemple d'essieu. Voilà, ça, c'est un essieu simple, ce que vous voyez ici. Donc, dans un véhicule est supporté par plusieurs essieux. Alors, puisque je ne peux pas faire 20 millions de calculs, je vais choisir un essieu de référence. Alors, l'essieu de référence qu'on utilise dans la norme française et qu'on utilise dans nos pays, c'est l'essieu simple à roue jumelée de 130 kN. Voilà un essieu simple à roue jumelée, les deux roues sont jumelées, qui supporte une charge de 130 kN. Évidemment, ce n'est pas l'essieu réglementaire de l'UEMOA, parce que l'essieu réglementaire de l'UEMOA, c'est 12 tonnes. Et ça, c'est pour la réglementation. Nous, ce qui nous intéresse dans cet essieu, c'est la charge à utiliser et la configuration à utiliser pour le dimensionnement. Alors maintenant, le principe qu'on va appliquer, c'est-à-dire que j'ai choisi un essieu de référence. Je suis certain que dans le trafic, dans le nombre total de poids lourds, il y a des charges de configuration. Il y a des essieux qui ont des charges et des configurations différentes, différentes de l'essieu de référence. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Toutes ces autres charges, ou bien tous les autres essieux qui sont différents de l'essieu de référence, je vais les convertir en un nombre de passages, en un nombre équivalent de l'essieu de référence. Alors, donc je reprends. J'ai calculé le nombre de poids lourds. Je trouve X millions de poids lourds. Mais puisque je ne peux pas faire X millions de calculs, je vais choisir un essieu de référence. Il faut comprendre que dans ces X millions de poids lourds, c'est X millions, c'est Y millions d'essieux. Parce qu'un poids lourd, c'est plusieurs essieux. Un poids lourd, c'est au moins 2 essieux. Ça peut être 2, 3, 4,
essieux. Donc, c'est un ensemble d'essieux. Mais dans cet ensemble d'essieux, je vais choisir, moi, un essieu de référence. Je rappelle que l'essieu de référence choisi dans la norme française que nous appliquons ici, c'est quoi? C'est l'essieu simple à roue jumelée qui supporte une charge de 130 kN. Donc, attention quand vous définissez l'essieu de référence. Il faut être complet. Ça doit être un essieu simple à roue jumelée avec une charge de 130 kN. Donc, c'est ça l'essieu de référence. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire des autres essieux qui ont des charges et des configurations différentes de l'essieu de référence? Je vais les convertir en un nombre équivalent, en un nombre de passages de l'essieu de référence. Sur quelle base maintenant? Alors, sur la base de l'agressivité. Il faut que je puisse calculer l'agressivité de l'essieu quelconque par rapport à l'agressivité de l'essieu de référence. Comment je calcule l'agressivité de l'essieu quelconque par rapport à l'agressivité de l'essieu de référence? En utilisant, il y a plusieurs techniques. On va prendre la formule la plus simple en utilisant la loi de puissance 4, bien la loi de puissance alpha. A, c'est quoi? C'est l'agressivité d'un essieu qui est égale à K fois P. P, c'est la charge de l'essieu quelconque. Sur P0, P0, c'est la charge de l'essieu de référence à la puissance alpha. Voilà comment je calcule l'agressivité d'un essieu par rapport à l'essieu de référence. C'est-à-dire le dommage causé par cet essieu quelconque par rapport au dommage causé par l'essieu de référence. Alors, dans cette formule, vous voyez K. K, c'est un coefficient qui permet de tenir en compte le type d'essieu, parce que tous les essieux ne sont pas des essieux simples. Vous pouvez avoir des essieux tandem, vous pouvez avoir des essieux tridem, vous pouvez avoir des essieux quad. Donc, K doit tenir compte de la configuration de l'essieu. Alors, K et alpha aussi, alpha dépend essentiellement de la nature du matériau et de la structure de la chaussée. Pourquoi? C'est important parce que un essieu simple, un même essieu, prenez un essieu fixé, un essieu donné, cet essieu ne pourra pas avoir la même agressivité sur une chaussée souple que sur une chaussée rigide. Évidemment, l'agressivité, c'est-à-dire le dommage subi, c'est la fonction évidemment de la nature des matériaux qui constituent la chaussée. Donc évidemment, l'agressivité, c'est la fonction aussi de la structure de la chaussée, de la nature des différents matériaux qui composent la chaussée. Parce que le dommage causé sur un matériau dépendra de la rigidité de ce matériau face à la charge. Évidemment, les matériaux n'ont pas les mêmes rigidités. Évidemment, forcément, ils n'auront pas les mêmes réponses, ne vont pas subir les mêmes dégradations. Donc, il n'y aura pas la même agressivité. Ça, c'est l'agressivité d'un essieu. Alors, ce tableau-là, tiré de la norme française, donne les valeurs de K et de alpha. K en fonction du type d'essieu, simple, tandem, tridem. Alpha, essentiellement en fonction des structures de chaussée souples et bitumineuses. Ici, c'est semi-rigide, matériaux traités ou liens hydrauliques, grave, latéritique, ciment, semi-rigide avec dalle de béton, etc. Donc, voilà, ça dépend de la nature des différentes couches et de la configuration des essieux. Alors, il faut comprendre, je vais vous montrer ici, voilà, ça, c'est un essieu simple. Ça, c'est un essieu simple. Ça, c'est un essieu tandem. Donc, il y a deux axes qui sont assemblés. On les appelle des sous-essieux aussi. Donc, ils sont assemblés. Regardez, ça, c'est un essieu tridem. Donc, ça, c'est un essieu simple, à roue simple, parce que les roues sont simples. Les roues ne sont pas jumelées. Vous avez une roue ici, de l'autre côté, vous avez une autre roue. Ici également, c'est un essieu tandem à roue simple, parce que vous avez une roue ici, là-bas aussi une roue. Là, c'est un essieu tridem à roue simple. Bon, vous ne voyez pas derrière, mais je vous assure que c'est ça. Donc, essieu simple à roue simple. Essieu tandem à roue simple. Essieu tridem à roue simple. Maintenant, l'agressivité d'un poids lourd. J'avais dit tout à l'heure qu'un poids lourd, c'est quoi? Un poids lourd, c'est un ensemble d'essieux. Maintenant, l'agressivité d'un poids lourd est égale à la somme des agressivités de ces essieux. Voilà, tout simplement. Donc, l'agressivité d'un poids lourd, bon, vous additionnez donc les agressivités des différents essieux pour avoir l'agressivité d'un poids lourd. Après cela, il me reste quoi? L'agressivité d'un trafic. Maintenant, l'agressivité moyenne d'un trafic, c'est ça qu'on appellera le coefficient d'agressivité moyen. Le coefficient d'agressivité moyen. Une fois
que je peux connaître, pour calculer l'agressivité donc de tout le trafic, c'est-à-dire de l'agressivité de chaque essieu. Je peux en déduire l'agressivité d'un poids lourd, et ensuite je peux en déduire l'agressivité d'un trafic qu'on appelle le coefficient d'agressivité moyen. Le CAM, si vous entendez parler de CAM, c'est ça, c'est le coefficient d'agressivité moyen du trafic par rapport toujours à l'essieu de référence. Par rapport à l'essieu de référence. Je rappelle, l'essieu de référence dans la norme française, c'est l'essieu simple à 2 roues jumelées qui supportent une charge de 130 kN ou 13 tonnes. Donc, pour avoir ce CAM, il suffit donc de sommer, vous voyez, KJ, NIJ, PI sur P0. Regardez KJ, PI sur P0 à la puissance alpha. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'agressivité d'un essieu. De charge quoi? De charge P, PI. Regardez, KJ fois PI sur P0 à la puissance alpha. C'est quoi? C'est l'agressivité d'un essieu de charge PI, tout simplement. Maintenant, il faut le multiplier par NIJ. C'est-à-dire que si l'essieu PI, l'essieu de charge PI, vous en avez NI, parce que vous pouvez avoir un seul essieu, un essieu avec une charge donnée, vous pouvez en avoir, je ne sais pas moi, 100 ou 2000 ou bien 3000. Il suffit tout simplement de calculer l'agressivité de cet essieu et de multiplier par le nombre d'essieux élémentaires de charge PI. Donc, vous le multipliez par NIJ. Alors, ça, vous le faites donc pour toutes les 3 configurations. Donc, ça veut dire que pour les essieux simples, 1, c'est pour un essieu simple. Vous faites le même calcul pour tous les essieux simples. Vous faites le même calcul pour tous les essieux tandem. Faites le même calcul pour tous les essieux tridem. Donc, vous sommez tout cela et vous divisez par le NPL, c'est-à-dire le nombre de poids lourds pendant la période de comptage. Vous divisez par le NPL, donc le nombre de poids lourds, et vous avez donc l'agressivité du trafic. Voilà comment je calcule le coefficient d'agressivité moins. Je rappelle que ce coefficient d'agressivité moins permet de convertir tous les autres essieux qui ont des charges et des configurations différentes de l'essieu de référence en un nombre de passages, en un nombre de répétitions de l'essieu de référence. De telle sorte que quand je prends le NPL que je viens de calculer, c'est-à-dire le nombre total de poids lourds, je le multiplie par le CAM. Je le multiplie par le CAM. Ça me donne quoi, selon vous? Ça me donne le nombre total, le nombre de passages, le nombre équivalent d'essieux de référence. Ça me donne le nombre total d'essieux de référence. C'est-à-dire que j'ai converti tout le trafic en un nombre d'essieux donc équivalent, c'est-à-dire en un nombre de passages de l'essieu de référence, en un nombre de passages de l'essieu de référence. Cela veut dire que c'est comme si maintenant tout le trafic, tout le N équivalent, là c'est le N équivalent des essieux, donc c'est le N, c'est le nombre de passages des essieux de référence. Parce que tous les autres essieux qui ont des charges et des configurations, je les ai convertis en un nombre de passages de l'essieu de référence. Et c'est ça qu'on appelle le N équivalent. Vous verrez plus tard que le dimensionnement des routes se fera essentiellement avec ce paramètre-là, N équivalent, qui est égal à quoi? À NPL, c'est-à-dire le nombre de poids lourds divisé, multiplié, nombre de poids lourds multiplié par le coefficient d'agressivité. Évidemment, ce coefficient d'agressivité peut être faible, peut-être inférieur à 1. S'il s'agit d'une petite voirie urbaine qui desservant des zones d'habitation, circulées par des poids légers ou bien des poids lourds peu chargés, le CAM peut être inférieur. Alors, ça peut être aussi, ça peut même aller jusqu'à plus de 3 s'il s'agit d'une voirie lourde, de zone industrielle ou portuaire qui est circulée majoritairement par des poids lourds de type semi-remorque, fortement chargés. En ce moment, l'agressivité devient beaucoup plus élevée. Et le NPL, vous voyez que, voilà, on le multiplie par une valeur supérieure à 1, qui peut aller même jusqu'à une valeur supérieure à 3. Et donc, ça devient plus agressif, ça devient plus agressif sur la chose. Et donc, c'est extrêmement important donc, de le connaître, ce coefficient d'agressivité moins du trafic. Pourquoi? Parce que le dimensionnement se fera essentiellement sur la base du N équivalent. Le N équivalent, c'est le NPL multiplié par le coefficient d'agressivité moins. Alors, voilà, ici, je termine par vous donner ici les catégories de poids lourds. Ça, c'est les catégories de poids lourds. Quand je dis P11, c'est quoi? C'est porteur. Vous voyez que ça, c'est un porteur.
avec un essieu simple avant, un essieu simple arrière. Donc, c'est quoi on l'appelle P11, porteur 11. Le premier 1, c'est l'essieu simple avant. Le deuxième 1, c'est l'essieu simple arrière. Ça, c'est un P11R11. Hein? P, c'est quoi? C'est porteur. Mais regardez derrière, il y a une remorque, ça qu'on appelle la remorque. Donc, le porteur, c'est du P11, parce qu'il y a un essieu avant, un essieu arrière. La remorque derrière, hein, c'est du R11, parce qu'il y a un essieu ici, là, simple, un essieu simple. Vous voyez ici un P11R12, c'est-à-dire que le porteur, c'est du P11, porteur essieu simple, R, la remorque derrière, c'est R12. Le 1, c'est l'essieu simple qui est là. Le 2, c'est l'essieu tandem qui est là, on l'appelle R12. Ça, c'est du P12. C'est un porteur avec un essieu simple avant et un essieu tandem derrière. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est la classification des catégories de poids lourds, hein, par silhouette. Alors, vous avez ici les valeurs réglementaires de poids total autorisé en charge. Hein? Donc, pour les véhicules P11, ça, c'est le poids total. Hein? Poids total. Donc, c'est ici pour le poids total donc, en charge de ce poids lourd P11, 18 tonnes, P12, 26 tonnes, P13, 31 tonnes, ainsi de suite. Par contre, ça, c'est les valeurs réglementaires c'est les valeurs réglementaires des poids total, hein, réglementaires ici, hein, par configuration, hein, pour les poids lourds, hein, pour les poids lourds. Donc, c'est toujours des valeurs réglementaires, mais ici, c'est pour les poids lourds, remorques, semi-remorques, etc. Donc, voilà ici, donc, voilà. Ça varie entre 30 tonnes et 51 tonnes. Donc, ça, c'est la réglementation, hein, de l'UEMOA. Hein, c'est la réglementation donc, de l'UEMOA. Si vous regardez bien, l'UEMOA a installé dans beaucoup de pays, hein, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans pas mal de pays, des stations de pesage, hein, pour réglementer donc, les poids lourds. Pourquoi? Parce que c'est les poids lourds qui dégradent les routes. Et l'UEMOA s'est rendu compte que, évidemment, chaque année, on perd énormément de milliards, hein, dû tout simplement aux poids lourds qui sont surchargés. Les poids lourds qui sont surchargés et qui dégradent rapidement les routes. Voilà, et en ce moment, a sorti une réglementation pour limiter la charge totale à l'essieu. La charge totale à l'essieu, c'est pourquoi ils ont installé des postes de pesage pour contrôler. Évidemment, il y a des sanctions. Chaque fois que tu dépasses la charge réglementaire, la charge autorisée, il y a des sanctions qui tombent sur les conducteurs et les transporteurs.